Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Le plan santé d'Emmanuel Macron est-il le bon remède aux nombreuses maladies dont souffre notre secteur de santé? Pour tenter de répondre à cette question, 3 invités avec nous aujourd'hui sur le plateau. Tout d'abord, Odile Genet, elle représente ici les associations de malades. En face d'elle, Éric Alauzet, c'est le député La République En Marche du Doubs. Il est aussi médecin et rapporteur du budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Et puis Carole Duchèze, aide-soignante à l'hôpital Jean Mingeot de Besançon depuis maintenant plus de 20 ans. Elle a connu plusieurs services, dont les urgences. Elle travaille en ce moment aux soins palliatifs. Elle représente le syndicat Sud Santé. N'oubliez pas que vous pouvez commenter cette émission sur Twitter grâce au hashtag DimpolFC, comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors, première question, et là je me tourne vers vous, Carole Duchèze. Vous êtes donc, comme je le disais, aide-soignante. On ne devient pas soignant, que ce soit médecin, infirmière ou aide-soignante, par hasard. Quelles ont été vos motivations à vous? Aider les autres, Oui. Me sentir utile dans mon activité professionnelle. Le soin, c'est ça pour vous, Oui. Les autres, être tourné vers les autres. Oui. Vous, Éric Alauzet, comme je disais, vous êtes médecin, acupuncteur, homéopathe, et vous avez hésité, quand vous étiez jeune, entre la musique et la médecine. Et pourquoi vous avez choisi la médecine, finalement? J'ai toujours voulu faire de la médecine depuis tout petit, pour les mêmes raisons que Madame Duchèze, aussi avec une dimension un peu scientifique, parce que c'est mon penchant naturel. Bon, c'est vrai que je faisais de la musique et j'ai un peu hésité à un moment donné, mais pas longtemps. C'était quand même la médecine, mon engagement. Odile Genet, vous, je vais raconter brièvement votre parcours. Votre mari, aujourd'hui décédé, a été atteint par la maladie d'Alzheimer. Vous vous êtes impliquée dans l'association France Alzheimer. Et puis aujourd'hui, vous représentez les malades et leurs familles au CHU Jean Mingeot de Besançon, au conseil de surveillance. Alors, les malades sont-ils écoutés? Leurs familles sont-elles écoutées? Et est-ce que Emmanuel Macron a répondu à vos attentes? Mon Dieu, que de questions. Les malades sont écoutés, oui, quand même. Bon, majoritairement. Il arrive que l'entourage du malade ou le malade n'ose peut-être pas forcément poser, n'a pas la possibilité de poser la bonne question au médecin qui, lui, est peut-être des fois un peu pressé ou a un langage de professionnel, un vocabulaire. Oui, ils n'arrivent pas toujours à vulgariser. Voilà, peut-être. Mais l'ensemble du personnel est quand même très attentif. Alors, tout le monde semble d'accord sur le diagnostic. Le monde de la santé ne va pas bien. Les hôpitaux, certains services sont surchargés, notamment les urgences. Il y a des déserts médicaux. Mais comment ce malaise se traduit-il pour les patients à l'hôpital, par exemple? Ça veut dire quoi concrètement? Des attentes pour avoir un rendez-vous. Alors, on ne va pas dire tout ce qui se dit déjà depuis des années. Combien de temps faut-il pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo? C'est un an à peu près. Que ce soit au centre hospitalier comme en libéral, c'est la même chose. Que ce soit aussi dans les services. Alors, puisqu'on a parlé des maladies neurodégénératives, les neurologues sont aussi très... Bon, leur calendrier, leur agenda de consultation est déjà très plein. Il faut du temps pour Bon, les urgences, c'est toujours ça, c'est ce qui arrive beaucoup, puisque maintenant les urgences sont saturées. Et on attend beaucoup. Voilà, le malade est déjà impatient. Oui, il mérite bien ce terme de patient. Quelque part, voilà. Carole Duchèze, vous, donc, Madame parle de temps. Vous, en tant qu'aide-soignante, en tant que personnel de santé à l'hôpital, le temps, c'est un facteur très important pour vous? C'est primordial, c'est principal. Je dirais même que c'est le plus important. Le temps d'écouter la détresse des gens, d'écouter leurs angoisses, d'écouter leurs douleurs, même de les écouter nous dire des belles choses, des jolies choses. Pouvoir s'asseoir 5 minutes à côté d'un patient, c'est essentiel. Mais par exemple, combien de temps on vous attribue pour faire la toilette d'une personne âgée qui est dépendante ou qui est en perte d'autonomie?
C'est pas le temps qu'on nous attribue, c'est le temps qu'on s'attribue nous-mêmes, malheureusement, parce qu'on sait que la chambre à côté, il y a un autre patient qui nous attend également pour cette toilette. Une toilette complète, quand elle est faite à 2 soignants, ça prend 20 minutes. Est-ce que vous m'expliquez aussi, quand on a préparé cette émission, c'est que c'est plus facile pour vous, avec votre collègue, de faire la toilette que de laisser le patient faire sa toilette si c'est une personne âgée qui est un peu en perte d'autonomie? Oui, ça prend beaucoup de temps d'aider quelqu'un à faire sa toilette. Et dans les services où ce serait crucial de conserver ou de récupérer l'autonomie, je pense aux services de gériatrie, de neurologie, le SSR, où les gens ont besoin de faire pour réapprendre ou pour garder ces gestes. Malheureusement, on n'a pas le temps de prendre ce temps-là. On fait la toilette à leur place et on... Oui, ça veut dire concrètement qu'au bout de 2 ou 3 semaines d'hôpital, quelqu'un qui est rentré à peu près en autonomie, il risque de ressortir complètement dépendant. Tout à fait. C'est exactement ça que ça veut dire. Éric Alauzet, on assiste à un changement de mentalité chez les médecins. Les jeunes médecins veulent travailler moins que leurs aînés. On ne va pas les juger pour ça. Ils veulent habiter en ville, ne pas assurer de garde ni le soir, ni la nuit, ni les fins de semaine. J'allais dire que ces seigneurs de la santé ne sont pas forcément prêts à faire des efforts. Vous en dites quoi ? Ils sont à l'image de la société. Peut-être qu'on pourrait attendre dans ces professions du soin un peu plus que dans les autres métiers, pour les raisons qu'on a indiquées sur nos engagements réciproques d'aider les autres. Mais il n'empêche que c'est une réalité. Alors, il y a un chiffre qui est quand même très, très important et que j'ai découvert en préparant cette émission. Sur tous les jeunes diplômés médecins qui sortent des facs de médecine, il n'y a que 11% qui s'installent comme généralistes ou comme spécialistes. Dans la suite de leurs études. Voilà, tout à fait. Ils peuvent s'installer un peu plus tard, mais voilà. Les chiffres augmentent dans le temps, mais oui, ils font souvent autre chose. D'ailleurs, ça doit nous alerter sur un débat qu'on a sur le fait qu'on puisse imposer aux médecins de s'installer en milieu rural, avec des bons arguments, mais en même temps, les médecins ont beaucoup d'autres possibilités de travailler que de s'installer. Et donc, si on leur dit, surtout en cours d'études, vous allez être obligé de vous installer à tel ou tel endroit, on pourrait faire encore descendre. Attendez, le président de la République n'a pas parlé d'obligation. Non, mais justement, il n'en a pas parlé. C'est pas du tout dans le plan santé. Voilà. Mais c'est un Moi, j'ai débat. trouvé que les médecins étaient plutôt bien soignés par Emmanuel Macron. Absolument, et je crois qu'ils sont assez satisfaits d'ailleurs, voilà, globalement. C'est presque les seuls à être satisfaits. Mais c'est un vrai débat. Est-ce qu'il faut imposer aux médecins d'aller s'installer dans les milieux ruraux ou parfois dans certains quartiers en ville? Il n'y a pas que le rural. Quand on parle de déserts médicaux, c'est pas forcément... Effectivement, les médecins peuvent être tentés de faire simplement des remplacements, de faire des spécialités, d'aller travailler dans les laboratoires. Enfin, il y a plein d'autres missions d'aller possibles. travailler à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, encore, ils font leur métier de médecin. Oui. Mais ils s'installent soignants, pas. Voilà. Donc, attention à ces obligations. Alors, le plan santé présenté mardi par le président de la République, en chiffres, ça donne quand même 3,6 milliards d'euros pour les 4 ans qui viennent, 400 millions pour l'hôpital cette année et 400 millions pour les années suivantes. Alors, quelles sont les mesures phares présentées par Emmanuel Macron et la ministre de la Santé, Elisabeth Buzyn? On regarde ce reportage de France 3 National. Faire mieux à moyen quasi constant. C'est la philosophie du plan santé dévoilé par Emmanuel Macron. Notre système de santé ne souffre pas d'abord d'un problème de sous-financement. Il pèche par un vrai handicap d'organisation. Le modèle d'organisation n'est plus adapté ni à la demande ni à l'offre de soins. Pour ce plan santé, l'effort de l'État se limitera en 2019 à une enveloppe de 400 millions d'euros. Ils serviront notamment à financer l'une des mesures phares, la création d'un nouveau métier, celui d'assistant médical. Son rôle, faire gagner du temps aux médecins en le déchargeant des tâches administratives ou en prenant la tension, par exemple. Objectif, créer 4000 postes à une condition, que les médecins se regroupent. C'est indispensable, c'est dans tous les pays européens. Les médecins aujourd'hui en France, dans 2/3 des cas, n'ont même pas de secrétaire dans leur cabinet. Le plan vise aussi une meilleure articulation entre médecine de ville et hôpital. Les médecins libéraux devront s'organiser pour assurer les urgences les moins graves, en journée et le soir, et soulager ainsi les hôpitaux. La maladie, notre système de santé, c'est pas l'hôpital. C'est à tout niveau que notre système de santé est touché et donc c'est sur tous les leviers qu'il faut jouer. Concernant les déserts médicaux, les pouvoirs publics vont y envoyer 400 médecins salariés qui se partageront entre hôpital et cabinet. Aucun établissement de proximité ne sera fermé.
Ce qui ne veut pas dire que tous les services y seront maintenus, notamment les maternités. Enfin, autre mesure très attendue, la fin du numerus clausus. Cette sélection drastique, à peine un étudiant sur 5 admis en 2e année de médecine, sera supprimée en 2020. Elle sera remplacée par des examens plus classiques. Carole Duchesne, je pense que vous avez pris le temps de regarder ce plan de manière plus précise. Quel est votre sentiment général ? Beaucoup de mesures sont à destination des médecins, notamment des médecins de ville, des médecins généralistes. Je fais tout de suite une précision. Quand on dit médecin de ville, ça peut être quelqu'un qui est installé dans la Haute-Saône, dans un village, mais c'est la différence entre hôpital et médecin en ville. Voilà. Et il y a très peu de mesures pour l'hôpital, très peu de mesures à destination des personnels hospitaliers, qu'ils soient soignants ou non, qu'ils soient médicaux ou non médicaux. C'est un grand regret. Vous attendiez quoi ? Plus d'argent ? Plus d'argent, postes ? bien sûr, des postes. Et là, ça paraît primordial. Odile Genet, quel est votre sentiment par rapport à ce plan ? Il faut lui faire confiance. À qui ? Au plan ou à Emmanuel Macron ? À tout ce que M. Macron annonce dans ce plan. Est-ce que ça va dans le bon sens ? On va espérer. Hein ? Il faut penser que le personnel, ce qu'on appelle le paramédical comme personnel qui n'est pas médecin, il faudrait, je ne dirais pas le multiplier par 2, mais presque dans les structures, donc vous restez un peu qu'elles sur votre soient structures hospitalières ou médico-sociales. Nous, avec mon passé, et les EHPAD aussi, et le personnel hospitalier. Donc vous restez sur votre faim, vous attendiez des créations de postes. J'espère que, que ça va. Voilà. Qu'il y aura plus des médecins. Oui, bien sûr, aussi, il en faut. Les délégations de tâches, c'est bien. Ça, on va en parler. On va faire réagir Éric Alauzet. En tant que député de La République En Marche, vous trouvez que ce plan est forcément génial. Mais certains disent quand même que le gouvernement avait demandé 800 millions d'économies aux hôpitaux. Il leur en redonne 400 seulement. Et les réactions des organisations professionnelles et syndicales sont assez abruptes. Il n'y a que la Confédération des syndicats médicaux français qui dit qu'ils vont pouvoir s'organiser justement pour prendre les urgences de manière un petit peu plus large, mais la Fédération hospitalière de France se dit déçue. Les syndicats Force ouvrière, CFDT, CGT attendaient des postes et davantage d'argent. Vous leur répondez quoi ? Alors pour l'hôpital, il n'y a pas rien. Sur les 3,6 milliards de dépenses supplémentaires sur le mandat, il y a 900 millions, presque 1 milliard pour l'hôpital, pour les investissements. Il y a les fameux 400 millions, c'est-à-dire qu'on va faire passer le programme de dépenses qui augmente de 2,3% par an à 2,5%. La France est le 3e pays au monde à consacrer des dépenses pour sa santé. Après les États-Unis. Donc vous êtes en train de dire, comme Emmanuel Macron, que ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'organisation. Pas que, c'est les deux, c'est plus mitigé. Déjà, on est les 3e sur la dépense de santé. Ensuite, le reste à charge pour les patients, on est les premiers au monde. On n'a que 7,5% à la charge qui reste à la charge des patients. C'est assez remarquable. Donc l'accessibilité financière n'est pas une difficulté. En revanche, il y a un problème d'accessibilité pour d'autres raisons. Et notre système est devenu très inégalitaire. Et notamment par l'accessibilité dans certaines circonstances, parce qu'il peut manquer de personnel médical, notamment en milieu rural ou dans certains quartiers, comme je vous l'ai dit. Ou dans des services hospitaliers. Ou à l'hôpital, parce que les rendez-vous peuvent être longs. Et parce que je suis assez d'accord, et même absolument d'accord, avec le fait qu'il faudrait dégager des moyens supplémentaires pour du personnel, pour de l'accompagnement, parce que l'humain, c'est très, très important en médecine. Mais il faut être bien conscient que, vu le niveau de dépenses qu'on a aujourd'hui, 2,5% d'augmentation, quand l'inflation est à 1,5%, et ça fait des années que ça dure, la croissance est à 1,5%. C'est le seul endroit dans nos dépenses où on concède plus de dépenses que notre richesse ne s'accroît. Donc ça veut dire, si on ne veut pas se raconter d'histoire, que si on veut augmenter les moyens pour avoir plus de personnel, il faut faire des économies ailleurs. On en fera comment ? Notamment en déplaçant de l'activité hospitalière vers le secteur de ville. Si j'ai bien compris cette philosophie, c'est essentiel. C'est ça le cœur. Emmanuel Macron ne crée pas davantage de postes à l'hôpital. En revanche, il veut diminuer le flux de malades qui entrent à l'hôpital. On en crée toujours plus des postes, mais pas assez que c'est nécessaire. Cette philosophie, Carole Duchesne, vous en pensez quoi ?
Je pense tarir un peu le flux de malades qui arrivent en permanence à l'hôpital. Pour voir les effets de ce qui est annoncé cette semaine, il faudra certainement plusieurs mois, plusieurs années, et malheureusement, l'hôpital est dans l'urgence. C'est aujourd'hui que les personnels ont besoin de soutien, c'est aujourd'hui qu'ils ont besoin de renfort, qu'ils ont besoin d'aide, d'accompagnement aussi, pour pouvoir faire leur travail comme il faut. Il y a un chiffre qui est frappant, 25% du personnel soignant a déjà eu des idées suicidaires. 25%, un quart. Tout ça parce qu'on a l'impression, quand on rentre chez nous, qu'on n'a pas fait du bon travail, parce qu'on ne nous a pas donné les moyens de faire du bon travail. Un quart, c'est énorme. Alors, pour revenir à la philosophie de ce plan, Emmanuel Macron a demandé donc aux praticiens, aux médecins, de ne pas travailler seuls. Actuellement, il y a quand même un médecin sur 2 qui travaille seul, qui n'a même pas de secrétariat. Et donc, il insiste énormément pour que les médecins se regroupent. Alors, exemple déjà de ce qui se fait à Pontarlier, avec ce reportage de Lucie Thierry et Jean-Louis Saintin, déjà diffusé donc en janvier, sur le cabinet médical éphémère. Un jour par semaine, ce médecin fait 60 km pour exercer ici. Retraité, il a accepté de reprendre son activité. C'est vrai que la retraite, c'est pas aussi facile que ça. Et là, j'ai des relations sociales, je vois du monde, on discute, etc. Je gagne ma vie. Il y a plein d'avantages. Et puis, oui, on a l'impression d'être utile. Comme lui, 5 généralistes assurent des permanences à tour de rôle. Ouvert il y a 4 mois dans l'urgence pour pallier le manque de médecins, le cabinet médical éphémère ne désemplit pas. Merci. Nous, on a dû, avant d'avoir ce médecin-là, téléphoner jusqu'à Val-d'Aon. Quand il y a eu le cabinet éphémère, ça a tout de suite mieux été, quoi. Parce que là, au moins, vous êtes sûr qu'on vous répond. Si c'est même pas aujourd'hui, ça sera demain. Loin d'être reproductible partout, le cabinet médical éphémère est une solution parmi d'autres face aux déserts médicaux. La capitale du Haut-Doubs le sait, mais voit plus loin avec un projet de maison médicale, livraison prévue été 2019. Alors, Odile Genet, est-ce que ces cabinets médicaux éphémères, ça peut être une solution ? Oui, qu'ils soient éphémères ou permanents. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Oui. Et les associations de malades apprécient beaucoup tous les centres de santé qui existent en Franche-Comté. La Franche-Comté, monsieur Alauzet, vous n'allez pas me dire le contraire. Je crois qu'on est un peu en pointe depuis pas mal d'années. Les cabinets, les regroupements de santé, les maisons de santé, ça existe en Franche-Comté depuis un moment, déjà. Et aussi vous trouvez bien, que pour les malades, c'est bien, quoi. Ah ben oui, prenez le cabinet de santé le regroupement à Rigné. C'est vraiment à la campagne. Ça marche du fait de Dieu. Ils sont plusieurs médecins, il y a du psychologue, il y a infirmier, il y a kiné. Enfin, tout le secteur-là est bien... voilà, c'est merveilleux. Prenez celui de Gillet, qui a été dans les anciens voilà. aussi. Hein. Nous avons le premier qui s'est installé, c'était il y a presque 50 ans maintenant, on va dire, rue de Vesoul, à Besançon. C'est merveilleux. Là. Alors, et puis, il y a une autre proposition qui est faite par Emmanuel Macron, ce sont les assistants médicaux à mi-chemin entre un soignant, une secrétaire, où on demande donc à cette personne de faire les papiers administratifs, mais aussi de peser, de prendre la tension. Est-ce que vous, en tant qu'aide-soignante, ça vous intéresse ce profil-là ? Est-ce que ça vous dit de vous lancer dans ce nouveau métier ? Pas spécialement. Moi, j'aime le travail en équipe que permet l'hôpital. Oui. Donc, seul avec un médecin ou avec un groupe de médecins, c'est pas forcément ce qui m'intéresserait personnellement. Alors donc, pour d'ici 2022, donc Emmanuel Macron annonce 4000 assistants médicaux et ensuite il en prévoit 20 000 sur le sol français dans les années futures. Et puis il en paye, donc l'État en payera. Et il a dit autant que de besoin. Là aussi, donc, en fait, les médecins sont bien soignés, pour reprendre mon expression de tout à l'heure, puisque ces assistants médicaux seront payés par l'État. Vous en pensez quoi, vous, de ces assistants médicaux ? Le but, c'est de dégager du temps médical pour les médecins. Donc, c'est un élément de réponse, les assistants médicaux, effectivement, que ces personnes puissent s'occuper de l'intendance, au sens large du terme. Mais il y a aussi d'autres possibilités, notamment les délégations de tâches aux infirmières,
qui se font déjà un peu ici ou là, mais de façon un peu sur le tas. Donc, par exemple, au cabinet de la rue de Vesoul à Besançon, qu'on pourrait et qu'on devrait officialiser. Il y a quelques réticences, quelques réserves, notamment dans ma corporation. C'est un tout petit peu dommage, parce que là, c'est aussi un moyen de dégager du temps médical pour les médecins. Et vous voyez, ce reportage sur Pontarlier, je l'avais évoqué dans l'hémicycle il y a à peu près 6 mois, ça a fait sourire quelques-uns de mes collègues. Et je pense qu'il faut faire œuvre de créativité. Il y a plein de solutions différentes selon les territoires et aux territoires de rechercher les initiatives qui leur conviendront le mieux. De sorte que la médecine de ville et campagne, puisse mieux s'assumer, puisse mieux prendre en charge les patients, comme vous disiez, l'urgence, les personnes âgées, etc., de sorte, encore une fois, à relâcher la pression sur l'hôpital. On sait que les urgences sont saturées à l'hôpital, mais aussi certains services, je pense à la médecine. La chirurgie, globalement, ça va encore à peu près. Le service dans lequel vous travaillez, madame, les soins intensifs, c'est un service un peu privilégié, pardon de le dire comme ça, mais il y a d'autres... Voilà, donc ce n'est pas général à l'hôpital non plus, la souffrance ou la dégradation de la qualité de vie au travail, ça peut varier d'un service à l'autre, donc il faut faire du chirurgical, si je puis dire. Voilà, oui, Odile Genet. Je pense que, cette délégation que l'on va donner, est-ce que c'est un nouveau métier qui va être bien structuré ou si c'est tantôt une infirmière, tantôt un ergothérapeute, tantôt... il faudra... que la personne qui fera les tâches administratives, qui va déshabiller le bébé en attendant, il ne faudra pas qu'il soit déshabillé un peu trop longtemps à la rose parce qu'il va prendre froid. La personne âgée, ce sera pareil. Il faudra aussi... On a des couvertures. Alors, faudra-t-il... Oui, des couvertures de survie, on va dire comme ça. Il faudra peut-être bien baliser... Que la personne qui prendra... Mais pour l'instant, il y a du flou pour le moment. Hein. Oui, mais voilà. Pour que les gens acceptent de se lancer dans cette expérience. Alors, visiblement aussi, ce plan Macron dessine une nouvelle carte des hôpitaux, puisqu'il y aura des hôpitaux de proximité où il n'y aura pas de plateau de chirurgie et pas de maternité. Et puis, il existera plus loin des hôpitaux beaucoup plus performants. Vous voyez ça comment? Avec quel regard, vous, représentants des syndicats? Il faudra donner les moyens aux hôpitaux de proximité de faire leur travail, d'accompagner la post-chirurgie, d'accompagner le post-AVC, pour qu'effectivement les patients soient... AVC, ça veut dire quoi? Accident vasculaire cérébral, pardon. Merci. Pour que les patients soient au plus près de leur famille, bien sûr. Bien sûr que c'est important l'entourage, et bien sûr que c'est important d'avoir effectivement une médecine pointue, extrêmement pointue, mais pour ce qui est la suite de cette prise en charge, il faut des moyens. Il faut du personnel. Même réaction? Oui, il faudra... voilà. Faut mettre des si l'on veut la qualité, nous pensons que même si c'est de la proximité, il faudra une grande qualité. Oui, parce qu'on a eu l'impression... Que la confiance règne. On a vu que le président de la République disait donc proximité et qualité. Voilà, ça vous inquiète un petit peu? C'est pas que ça m'inquiète, mais je souhaite... qu'il y ait la qualité partout. Éric Alauzet, une médecine à 2 vitesses? C'est souvent le cas. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'améliorer. C'est souvent le cas, c'est-à-dire que pour moi c'est négatif une médecine à 2 vitesses. C'est négatif, je vous parlais de l'accessibilité. Voilà. Ce terme-là se pose dans certains territoires ruraux. Non mais il a opposé proximité et qualité, comme si les hôpitaux de proximité ne pouvaient pas être de qualité. Si vous faites une opération, une chirurgie cardiaque, ou même une chirurgie sans qu'elle soit nécessairement appliquée au CHU, peut-être faite à Vesoul, allons se soigner, mais peut-être pas dans des hôpitaux qui seraient plus proches. Et ce qui compte pour éviter la désertification, c'est d'avoir ces hôpitaux de proximité, après le CHU et les hôpitaux, on va dire, de anciennes préfectures, de départements, d'avoir ces établissements où peut-être on perdra un service de chirurgie, mais en revanche, on aura un service de soins de suite, on aura un service de rééducation, on aura un plateau radiologique pointu, on aura un service de biologie pointu, on aura, bref, une prestation qu'aujourd'hui n'existe pas. Donc l'idée dans ces hôpitaux de proximité, c'est de pouvoir répondre à 95% de nos besoins médicaux, chirurgicaux au quotidien. En revanche, pour les 5% où effectivement l'opération type ne se produit dans ce territoire que 50 fois ou 100 fois par an, je vous dirais que les infirmières et les médecins n'iront jamais se faire opérer dans ces conditions-là. Donc c'est une question de qualité de service où parfois, de façon rare, on est obligé d'aller plus loin. Alors, je vous en prie. Non, je voulais dire aussi, il faut penser à la télémédecine.
Voilà, ça aussi, c'est très important. Et moi, je voudrais penser au personnel de santé, que ce soit les ASH, les agents de services hospitaliers, les aides-soignantes, les infirmiers, et puis aussi les médecins et les étudiants en médecine. On a l'impression quand même qu'il y a une véritable souffrance, qu'il y a des gens très investis qui sont très proches de la dépression ou du burn-out, et puis il y en a d'autres, peut-être, qui se désintéressent un peu de leur travail pour se protéger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses aillent mieux ? Il faudrait redonner du sens au travail et, comme on le disait... vous en avez quand même, vous occupez des gens et de la santé des gens. On s'en occupe, mais malheureusement on s'en occupe mal parce qu'on n'a pas le temps de bien faire notre travail. C'est terrible de dire ça, c'est un constat d'échec, c'est un vrai constat d'échec. On ne nous laisse pas le temps de bien faire notre travail. Et les gens qui donnent cette impression de désinvestissement, c'est simplement, comme vous disiez, une mesure de protection. C'est plus simple de mettre à distance, de ne pas s'investir émotionnellement que de rentrer chez soi et de pleurer parce qu'on a l'impression d'avoir maltraité les patients. Maltraité, carrément. Bien sûr. Est-ce que dans ce plan, il y a des mesures, il nous reste moins d'une minute, qui peuvent remobiliser les personnels soignants ? Je partage tout à fait ce que vous venez de dire, madame, sur le sens. Parce qu'on pourrait dire le sens, bon, on l'a toujours parce qu'on s'occupe des gens patients. Non, il faut être bien dans son métier pour bien soigner. Et je pense qu'il y a... Vous connaissez bien l'hôpital, vous savez comment les choses sont remontées de plus en plus avec les pôles maintenant. Et je pense qu'il faut redescendre le management à l'échelle du service. L'encadrement. L'encadrement, l'organisation, le retour, de sorte que les personnels, et là, c'est une façon de retrouver du sens aussi, puissent discuter ensemble avec les médecins, avec les infirmières, les aides-soignantes, à l'échelle du service, de comment ça se passe dans le service. Qu'est-ce qui va pas, comment on peut l'aimer. Voilà, il faut redescendre au plus près et associer les personnes à leur travail. Bien. Comme d'ailleurs, partout. Je suis obligée de vous interrompre. Voilà, merci mesdames, merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Le budget de la santé en Bourgogne-Franche-Comté par an, c'est plus de 8,5 milliards. Bon après-midi à tous. Au revoir.